Bonjour à tous bienvenue à cette assemblée générale qui se tiendra une fois de plus dans des conditions particulières du fait de la situation sanitaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et donc qui se tient à huis clos avec cette formule de présentation à distance audio. Je vous rappelle que la loi a prévu ce mode de fonctionnement exceptionnel depuis l'année dernière, et j'espère que l'année prochaine on pourra fonctionner normalement. Du fait de ce huis clos, il y a eu des règles de fonctionnement qui ont été adaptées. En particulier, les règles de participation à l'Assemblée ont été adaptées sous la forme au moment en tenant compte des éléments suivants. Au moment de l'envoi des convocations et des publications, il a été recommandé de voter à distance à l'aide du formulaire de vote qui a été mis à disposition, ce qui a été très largement fait. Nous avons mis en œuvre donc les moyens techniques nécessaires pour que vous puissiez suivre le déroulement de l'Assemblée par audiocast et avec la mise en ligne de tous les documents nécessaires. Et l'Assemblée se déroulera de la manière suivante. Dans un premier temps, je commenterai les résultats de l'exercice au 30 novembre 2020. Ce qui, comme d'habitude, remplacera la lecture du rapport de gestion. Nous présenterons ensuite les résultats du premier trimestre 2021 qui ont été publiés au 15 avril dernier. On fera un point sur la situation actuelle. Du fait des circonstances, les commissaires aux comptes ne pourront pas présenter, contrairement à l'habitude, leurs rapports. Par contre, ces rapports ont été mis en ligne dans les délais légaux et vous avez pu en prendre connaissance. Bruno en fera une lecture des principales, Bruno Koch, le directeur financier, des principales informations que les commissaires aux comptes souhaitent vous donner. Nous vous proposerons un commentaire de certaines résolutions qui vous ont été soumises et en raison des circonstances particulières, à nouveau, il n'y aura pas de session de questions-réponses au cours de l'AG. Par contre, il y avait la possibilité de poser des questions en amont. Et toutes les réponses aux questions écrites que nous avons reçues de certains actionnaires seront publiées sur notre site internet à l'issue de la présentation de l'Assemblée générale. Enfin, nous finirons par procéder au vote des résolutions qui vous ont été soumises. Et avant d'aborder la présentation de l'activité, je passe la parole à Bruno Koch qui va exposer les formalités de l'Assemblée. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je vous propose de procéder à la constitution du bureau de l'Assemblée générale. Monsieur Nordina Mechemi, président du conseil d'administration, assurera la présidence de cette assemblée. Nous vous proposons de désigner comme scrutateur, d'une part, la société Artimus Participation. Artimus Participation nous ayant indiqué accepter de remplir la fonction de scrutateur. Son représentant désigné pour exercer cette fonction est Madame Karine Normand, ici présente. Karine Normand, bonjour à tous. Et dans le but de permettre aux salariés de prendre part au dialogue actionnarial et de répondre aux souhaits exprimés par le FCPE de participer à la présente assemblée en tant que scrutateur, nous vous proposons également de désigner le FCPE Kaufmann & Broad Actionnariat, représenté par Madame Sylvie Charles, en qualité de scrutateur, ici Sylvie Pierre, ici présente. Sylvie Pierre, bonjour à tous. À la demande du bureau, j'assurerai la fonction de secrétaire. Les deux commissaires aux comptes titulaires de la société régulièrement convoqués ne peuvent être présents à la réunion. Madame Bénédicte Sabadi, représentant de Loat et associé, Monsieur Denis Thibon, représentant Ernst & Young Audi, sont absents et excusés. L'avis préalable de réunion a été publié au bulletin des annonces légales obligatoires, le BALO, le 29 mars 2021. L'avis de convocation a également été publié au BALO et dans le journal d'annonces légales, les petites affiches en date du 19 avril 2021. Les actionnaires nominatifs ont été convoqués par lettre en date du 20 avril 2021. KCIS, établissement centralisateur chargé de l'organisation de l'Assemblée, nous a informé de l'état du quorum, des votes par correspondance et du nombre de pouvoirs alloués au président exceptionnellement arrêté à la date du 5 mai 2021. Le nombre d'actions composant le capital social s'élève à 21 713 023 actions. Le nombre total de titres ayant le droit de vote est de 21 249 641. Le nombre total de voix est de 25 538 649.
Le quorum de 4 249 920 actions ayant droit de vote permet de statuer à titre ordinaire. Le quorum de 5 312 411 actions ayant droit de vote permet de statuer à titre extraordinaire. L'Assemblée peut donc valablement voter les résolutions. Je vous propose de passer à l'ordre du jour. Sur la présentation qui a été mise en ligne, il s'agit des pages 3 à 10, avec l'ordre du jour de la présente Assemblée. D'abord, les décisions ordinaires, qui sont donc sur le slideshow qui a été mis à votre disposition sur le lien. Donc, d'une part, les décisions ordinaires, puis les décisions extraordinaires. De la page 6 à la page 9. Et pour finir, la page 10. Comme Nordine Chimie vous l'a indiqué, nous reviendrons en détail sur certaines de ces décisions ordinaires et extraordinaires afin de vous donner des éléments de commentaire sur celles-ci. Page 12, vous voyez la liste des documents légaux qui ont été mis à disposition et qui sont sur le bureau de l'Assemblée. Page 13, la fin de la liste des documents légaux. Le président directeur général de Kaufmann & Broad Nordine Chimie va maintenant vous présenter l'activité et les résultats pour l'exercice 2020 en lieu et place de la lecture du rapport de gestion qui a été joint à la convocation à la présente Assemblée. Voilà. Merci Bruno. Je vous propose d'aller à la page 17 de la présentation qui vous a été mise à votre disposition. La page 17, donc, qui rappelle les 4 grands paramètres que l'on suit, un peu le tableau de bord, qui donne une indication de l'activité à la fois en phase de développement, l'activité commerciale et puis des éléments qui nous permettent de projeter l'activité future. Donc en haut à gauche, ce qu'on appelle le portefeuille foncier logement. Je vous rappelle que ce portefeuille foncier, ça représente l'ensemble des exprimé en nombre de logements équivalents logements, l'ensemble des promesses foncières, donc des promesses d'achat de terrain que nous avons signées sur a priori des terrains constructibles qui nécessitent uniquement entre guillemets l'obtention de permis de construire pour pouvoir se transformé en projet immobilier, et donc ce portefeuille qui continue de croître depuis de nombreuses années et qui donne une idée à 35 000 logements équivalents, qui donne une idée de notre capacité à assurer notre développement dans le futur. Donc il était en croissance en 2020 par rapport à 2019 comme les années précédentes. Les réservations, donc je vous rappelle que les réservations ce sont les contrats que l'on signe de vente, en général en vente en l'état futur d'achèvement, puisque nous n'avons pas de stock physique. Donc, ce sont des logements dont les travaux ont commencé ou n'ont pas encore commencé, et donc qui se traduiront plus tard en chiffre d'affaires. Ce niveau de réservation est donc en baisse, bien évidemment, sur l'année 2020, puisque nous avons eu les événements que vous connaissez tous, et ce chiffre exprimé en chiffre d'affaires, en valeur, on passe donc à 1,491 milliard à comparer à 1,7 milliard en 2019. Concernant les délais d'écoulement, c'est-à-dire le temps que l'on prend pour commercialiser nos programmes, on voit qu'on est toujours sur une dynamique très forte, qui a certainement qui a été alimentée à la fois par une baisse d'offres, c'est-à-dire que l'offre étant plus faible et la demande étant forte, bien ça se traduit par une dynamique très forte, sachant qu'une des marques de fabrique de notre entreprise, c'est de commercialiser beaucoup plus rapidement que le marché, et on est à 3,8 mois quand le marché doit être plutôt à environ 9-10 mois. Et ce qui prouve la qualité des produits, de leur emplacement et de l'attractivité de notre offre en général. Le backlog, c'est l'ensemble des commandes qui ont été signées sur moins ce qui a été consommé à l'avancement en chiffre d'affaires. Et donc là, nous sommes sur des valeurs extrêmement importantes.
notamment puisqu'en 2020, nous avons signé un projet immobilier, la vente en VFA de l'ensemble du programme que l'on développe Garde Austerlitz à Paris. Et donc, ça associé à une très bonne dynamique sur le backlog logement, on se retrouve avec un backlog total de 3,6 milliards, c'est-à-dire qui devra se transformer en chiffre d'affaires dans les années à venir, et ça nous donne une bonne visibilité. On reviendra en détail sur les aspects, en particulier du projet de Garde Austerlitz par la suite. Si on va à page 19, vous donne une indication sur l'évolution de la répartition de la clientèle pour le logement. Donc on voit qu'on est toujours sur une tendance de plus en plus importante de vente en bloc de logements à des institutionnels que ce soit des bailleurs sociaux ou des institutionnels privés. À ce titre, Kaufmann & Broad a initié un mouvement l'année dernière qui s'est traduit par des ventes d'un portefeuille de 500 logements répartis sur l'ensemble du territoire français, qui était une première en France puisque nous avons lancé une consultation en 2020 auprès d'institutionnels internationaux, étant convaincus qu'il y avait un retour, et c'est d'ailleurs une de nos thèses d'investissement et de développement, qu'il y avait un retour des investisseurs institutionnels sur l'investissement résidentiel, et ça a été prouvé avec le succès de la commercialisation de ce portefeuille de 500 logements qui était attribué à un fonds d'investissement, enfin des fonds gérés par une compagnie américaine qui s'appelle Heinz, qui est présente en France. Et ce mouvement d'ailleurs fait que de nombreux concurrents maintenant ont proposé à la vente de la même manière des portefeuilles de logement. Il y a 5 ou 6 opérations en cours en ce moment. Et une fois de plus, on était innovant sur le marché. On voit donc qu'on est sur cette tendance forte de diminution de l'investissement. Ça se fait bien sûr au détriment de l'investissement locatif des particuliers, puisque la primo-accession et accession sont relativement stables. Et donc, on remplace en fait les investisseurs institutionnels sur le marché locatif, les particuliers, sur le marché locatif par des institutionnels qui proposent les mêmes logements sur le marché locatif. Si on va à page 20, ça illustre cette évolution en fait c'est un zoom sur les ventes blocs donc institutionnels. Autrefois, on était majoritairement avec des bailleurs sociaux. En 2019, on a constaté une première évolution à 50-50 entre bailleurs sociaux et institutionnels. Et puis maintenant, on voit que les institutionnels privés sur nos ventes en 2020 étaient plus importants que les institutionnels des bailleurs sociaux. Ça, c'est un point très intéressant parce que c'est une évolution qui est très saine pour le marché, je pense, puisque ça nous permet d'avoir un parc immobilier de logements qui va être développé, entretenu, maintenu par des bailleurs, par des investisseurs privés, et ça, c'est extrêmement simple. Sur l'immobilier d'entreprise, donc page 22, sur l'immobilier d'entreprise, vous voyez donc on a cette activité d'environ 200 millions d'euros. On était avec ce backlog de ce qu'on appelle donc réservation d'1,185 milliard. Ça comprend donc la vente en VFA à l'Agence française du développement du projet de bureau de Garde Austerlitz, également d'ailleurs en CPI, un projet de développement de parking souterrain, et puis le centre commercial qui se trouve, les commerces qui se trouvent dans la gare d'Austerlitz. Donc l'ensemble de ce projet est assez significatif, ce qui explique la hausse du backlog. Ce projet, on reviendra dans le détail tout à l'heure, mais on l'avait indiqué dès le début de l'année que c'était des projets en général qui faisaient l'objet de recours contre les permis de construire. Et bien sûr, ce projet a eu à subir ce traitement assez classique
qui ne nous inquiète pas à ce stade, et on reviendra sur les perspectives et les conséquences qui avaient déjà été anticipées dans l'annonce de nos perspectives en début d'année. Page 23, ça vous donne une idée de l'avancement de nos différents projets de bureau. Quand on fera un point sur le premier trimestre, on fera un point sur l'activité bureau en général, comment on en voit l'évolution à terme et comment ça nous affectera sur le futur, sachant qu'en ce moment la production de bureaux est très très ralentie du fait de la crise sanitaire, mais plus pour des raisons économiques que pour des raisons j'allais dire journalistiques, d'analyse un peu à l'emporte-pièce sur les véritables besoins en bureau aujourd'hui du marché. Je vais passer la parole à Bruno qui va vous commenter les résultats financiers de l'exercice 2020 et puis je reprendrai la parole après pour vous parler donc de la situation actuelle et revenir sur les perspectives 2021. Merci Nordine. Alors, les principaux agrégats de l'exercice 2020. Tout d'abord, le chiffre d'affaires total qui s'est établi à 1,163 milliard d'euros, en recul par rapport à 2019, mais supérieur à la perspective de 1 milliard d'euros qu'on avait refixé suite au premier confinement en juillet 2020. Je vous rappelle que notre exercice débute au 1er décembre et se termine au 30 novembre de chaque année. Dans la décomposition du chiffre d'affaires, page 25, tout d'abord l'activité logement qui représente 83% du chiffre d'affaires, soit 963,3 millions, qui est en recul de 371 millions versus 2019, ce qui s'explique par la quasi-absence d'activité au deuxième semestre et puis les reports d'opérations consécutifs aux différents confinements. L'activité tertiaire, quant à elle, s'établit à 194,4 millions d'euros, soit 63 millions de plus qu'en 2019, liée en grande partie à la signature de deux opérations en fin d'année, l'une de bureau de Galion et l'autre d'entrepôt logistique à Beaucaire. Page 26, vous voyez ici le passage du chiffre d'affaires au résultat opérationnel. Tout d'abord, la marge brute qui s'établit à 207,2 millions d'euros, avec un taux de marge brute de 17,8, soit une baisse en valeur absolue de 76 millions d'euros, dont 55 millions liés à l'effet de baisse de chiffre d'affaires et une vingtaine de millions liés à l'érosion du taux de marge brute, qui s'explique par une pondération des mix produits différents d'un exercice à l'autre, notamment le poids relatif des opérations tertiaires supérieures, et puis d'autre part la hausse de la part des ventes en bloc dans notre activité résidentielle. Le résultat opérationnel s'établit à 80,1 millions d'euros versus 139 millions en 2019, soit une baisse de 59 millions d'euros, donc baisse inférieure à celle de la marge brute qui s'explique par la bonne maîtrise des charges opérationnelles courantes qui s'établit à 127 millions d'euros, soit une baisse de 28 millions versus 2019. Cette baisse s'explique par la baisse des charges commerciales qui ont été réduites de plus de 30%, ainsi que des charges administratives réduites de plus de 17%, qui montrent la capacité de votre société à s'adapter à des environnements changeants. Inversement, les charges de développement, elles, ont légèrement progressé, signe de notre volonté de continuer à nous projeter dans l'avenir. Page 27, vous voyez l'évolution des taux débit ou marge opérationnelle qui s'établit à près de 7%, soit un point de plus au-dessus de l'objectif qui avait été refixé en juillet 2020 à 6%. Page 28, nous poursuivons la descente du compte de résultat avec le passage du résultat opérationnel au résultat net part du groupe. Le coût de l'endettement net s'établit à 9,7 millions et le résultat net part du groupe s'établit à 40 millions, soit 3,5% du chiffre d'affaires. Je vous propose de passer page 29. Vous voyez sur cette page l'évolution du besoin en fonds de roulement. Il s'établit en valeur absolue à 122,1 millions d'euros à la fin de l'exercice 2020, soit 10,5% du chiffre d'affaires. Il est en baisse par rapport à fin 2019, puisqu'il s'établissait à l'époque à 150,1 millions d'euros.
Donc, la baisse d'activité de chiffre d'affaires s'est accompagnée par une baisse en valeur absolue du BFR, ce qui montre notre capacité à répondre encore une fois aux évolutions de notre environnement. Si nous passons page 30, nous voyons la structure du bilan à fin novembre 2020. Il est très solide avec une trésorerie nette positive hors dette de loyer et FRS de 62,5 millions d'euros, supérieur au niveau constaté à fin 2019 qui était de 56 millions d'euros à l'époque, après avoir payé 40 millions de dividendes et procédé à un rachat d'actions pour une valeur proche de 18 millions d'euros. Page 31, la structure financière montre la solidité de Kaufmann & Broad avec notamment une maturité de dette de 4,2 ans à fin novembre 2020 et une capacité financière de 465,2 millions d'euros, en hausse de 7 millions d'euros par rapport à fin 2019. Je rappelle que Kaufmann & Broad n'a pas demandé de report ou de suspension de paiement de ses charges fiscales et sociales ou sollicité des prêts bancaires garantis par l'État mis en place dans le cadre des mesures de soutien à l'économie. Page 32, l'évolution des fonds propres et de la dette financière sur les 12 mois glissants fin novembre 2019, fin novembre 2020. Vous voyez là que les capitaux propres sont supérieurs à 275 millions d'euros, là encore une fois après paiement de dividendes, et que la trésorerie nette positive s'est améliorée sur la période. Donc, la capacité de votre société à générer du cash même dans des périodes difficiles a été démontrée. Enfin, page 33, un rappel de ce qu'on a pu retourner aux actionnaires pendant la période. Donc, vous voyez qu'on a distribué 38 millions d'euros de dividendes, soit 1,75 €. Et par ailleurs procéder au rachat pour 18,4 millions d'euros de titres pendant la période, soit un total de 56,4 millions. Voilà pour les principaux agrégats de l'année 2020. Et maintenant, je vais faire quelques commentaires rapides sur le premier trimestre. Je vous rappelle que nous avons publié les résultats de notre premier trimestre 2021 le 15 avril. Page 35. Tout d'abord, une activité commerciale qui est restée relativement soutenue dans un contexte de raréfaction de l'offre. Je vous rappelle que le ralentissement de délivrance des permis de construire a conduit à une moindre capacité de notre côté à lancer des opérations commerciales et donc à réduire l'offre et donc mécaniquement la capacité à faire des réservations. Par contre, les indicateurs de développement avancé dont Nordine vous a déjà commenté, que sont le backlog global, lui, progresse de 5% à plus de 3,5 milliards, dont le backlog logement, qui progresse de 12,5% pour s'établir à plus de 2,3 milliards d'euros. Quant au portefeuille foncier logement, qui représente plus de 36 000 lots au jour d'aujourd'hui, soit là encore une progression sur 12 mois glissants de plus de 8%. Quant aux principaux agrégats financiers, le chiffre d'affaires s'établit à 285,9 millions, la marge brute à 49,4 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 11,8 millions d'euros versus 13,2 millions à la fin du premier trimestre 2020. Ces résultats sont en ligne avec nos guidances annuelles et notamment sur un taux de marge d'EBIT de l'ordre de 7%, donc un premier trimestre qui en soi n'est généralement pas représentatif de l'année, mais qui est en ligne avec nos guidances. Page 36, la structure du bilan à fin février 2020. Là encore, vous voyez que la structure s'est encore renforcée puisque les capitaux propres s'établissent à 284,6 millions d'euros et que la dette nette positive est de 21,4 millions d'euros. Si on exclut la dette des loyers IFRS 16, c'est qui est en amélioration par rapport à fin février 2020. Page 37, la structure financière du groupe montre l'extrême solidité de Kaufmann & Broad avec une quasi-stabilité de la maturité de la dette à 4 ans et une capacité financière de 425 millions qui atteste de la capacité de votre société à préparer l'avenir.
Je vous remercie et je repasse la parole à Nordine. Merci Bruno. Donc on va à page 39 de la présentation qui vous fait un peu une synthèse de ce que Bruno vient de vous présenter. D'un point de vue financier, on a donc un backlog extrêmement élevé puisqu'on a 3,6 milliards de commandes à fin février 2021. On a une situation financière très saine. Nous sommes un des rares dans notre activité à être en dette nette négative et donc on aborde ces grands changements que l'on vit actuellement avec un niveau de liquidité élevé et donc une absence de dette, ce qui nous permet d'être très sereins sur notre avenir. Nous avons les axes de développement que nous avions identifiés il y a quelques années prennent tout leur sens aujourd'hui avec un peu une remise en question du développement de la construction en France, puisque nous avions travaillé déjà sur l'aménagement, en créant une structure d'aménagement, on va donner quelques exemples de projets, travailler sur des sites, sur des friches industrielles. L'activité de bureau est également souvent développée sur de l'existant. Et puis de manière générale, nous sommes toujours sur un marché de logement qui est structurellement extrêmement élevé. Et donc nous avons, pour faire face à cette demande, une croissance continue de notre portefeuille foncier et qui continue de croître d'ailleurs à fin février 2021. Sur le marché, page 40, je pense que ce graphique, ce schéma se suffit à lui-même pour démontrer un peu l'aberration et la non-pérennité d'ailleurs de la situation dans laquelle nous sommes actuellement, puisque nous sommes un des rares pays de l'OCDE à avoir une croissance de la population significative, une dynamique forte de la croissance de la population. On voit les différents scénarios présentés, anticipés par l'INSEE, qui font toujours référence à de la croissance. Il y a une croissance importante de la population les 10 dernières années. Et puis à côté de ça, on le voit, c'est donc le bar chart, l'histogramme en vert, qui fait voir la baisse de la construction de logements en parallèle. Donc on a une dynamique, une politique familiale qui incite à la croissance démographique d'un côté, et puis on a une politique de construction de logements qui est orientée à la baisse. On voit que c'est pas une situation durable, et donc à un moment donné, cette baisse de permis de construire qu'on subit depuis 2 ans maintenant est totalement indépendante de la crise sanitaire. Pour certains, on prétexte la crise sanitaire pour justifier la baisse des permis de construire, mais c'était un mouvement lancé bien avant la crise sanitaire. Et on voit que cette situation va pas durer, donc on est confiant sur le fait qu'il y aura un retour à la normale sur les permis de construire. Au moins dans les 12 mois, il y aura les élections présidentielles qui vont certainement encore un peu perturber l'activité permis de construire, puisque tout ça c'est très lié aux élections, mais on fait l'hypothèse que ça va revenir à la normale dans les 12 à 18 mois qui viennent, avec déjà un début de retour qu'on constate, de tendance de croissance à nouveau de permis de construire, d'activité de permis de construire, et dont on verra les premiers effets à la fin de l'année. Je voulais illustrer à travers quelques projets le fait que on a une entreprise qui est prête à s'adapter à ces nouvelles contraintes liées à la construction de logements en France. Page 42, par exemple, c'est un projet qu'on développe depuis 2 ans maintenant, qui est le développement de logements sur des friches industrielles qui sont situées en quasi pleine ville à Reims. Et donc on voit que c'est un exemple intéressant où on voit que le avant-après, eh bien en construisant, on améliore l'environnement. Aujourd'hui, on doit avoir 1 ou 2 arbres sur le site. Des arbres d'ailleurs, des arbustes plutôt. Quand on aura fini notre projet, il y en aura 1700. Aujourd'hui, le site est bétonné, entièrement bétonné et pollué. Et bien évidemment, il sera totalement dépollué. On va désimperméabiliser le sol. Ça, c'est un point important. Donc, puisque c'était
des anciens dépôts sur des dalles béton. On va créer des logements qui eux-mêmes seront très respectueux de l'environnement en termes de consommation énergétique en particulier. Et donc on voit que, et en plus c'est un projet sur lequel que l'on pourra développer en réutilisant des matériaux sur place du fait de sa taille, fait qu'on peut mettre en place des moyens constructifs intéressants au niveau de la réutilisation des matériaux. C'est un autre exemple d'ailleurs qui est ça c'est une friche commerciale, c'est ces grands centres commerciaux qui se sont fait tout doucement rattraper par les villes. C'est à Blagnac. Là aussi, on va désimperméabiliser les sols, on va reconstruire des espaces verts qui n'existaient pas, et tout ça en construisant des logements. Et donc, je vais dire, c'est un peu une démonstration que l'on peut construire, améliorer l'environnement. Si on est page 44, là c'est un zoom sur le projet Garde Austerlitz, dont on parle beaucoup en ce moment, qui est un projet qui a été soutenu par la ville de Paris, qui est toujours soutenu d'ailleurs par la ville de Paris, par la maire de Paris et son équipe, mais qui a été soutenu pendant toute... c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2015, et donc on a développé avec la majorité à Paris, qui regroupait Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste à Paris. Donc le projet a été développé avec l'ensemble de ces parties prenantes, y compris d'ailleurs l'ensemble des maires d'arrondissement, puisqu'il y a eu plus de 50 réunions de concertation. Et puis pour des raisons purement politiques, vous avez peut-être pu voir qu'il y a eu... le projet est utilisé depuis peu comme un angle d'attaque, comme plateforme d'échange, si on peut dire, entre les différentes fractions politiques au niveau de la ville de Paris, avec toujours un soutien de l'exécutif. Mais on peut imaginer qu'une fois que les élections régionales seront passées, la réalité du projet, c'est-à-dire le fait que c'est un projet qui est construit sur des friches industrielles, que c'est un projet qui désimperméabilise les sols, que c'est un projet qui construit des nouveaux espaces verts, mais que tout ça se sera remis au centre de la communication par les uns et les autres, et qu'on pourra avancer sur ce projet. Alors, comme je le disais en introduction, nous avons eu un recours sur le projet, c'était un peu anticipé, puisque quand nous avons donné les guidance en janvier, nous avons annoncé un chiffre d'affaires d'1,3 milliard qui pourrait être augmenté à 1,6 milliard si on avait un permis purgé. Donc là, le permis aujourd'hui n'est pas purgé, puisqu'il y a un recours en cours. Ce recours, les moyens du recours seront connus, on va dire, mi-juin, entre mi-juin et fin juin, analysés début juillet, et donc au moment de la présentation des résultats semestriels, nous serons en mesure comment dire, constater si oui ou non on sera capable de réaliser le projet cette année, ou s'il y aura un décalage dans le temps. Pas de le réaliser cette année, je veux dire de lancer le chantier cette année, ou si ça doit être décalé dans le temps que le traitement du recours se fasse. Page 46, c'est deux projets à Bordeaux. Alors pourquoi on vous parle de ces deux projets à Bordeaux? Ils sont intéressants parce que c'est une ville qui était assez avancée dans la remise à plat de ses exigences en termes de construction de logements. Donc c'est un peu un laboratoire du fait de la nouvelle équipe. Et donc on va lancer le plus grand projet, qui est une tour de 60 mètres de haut en bois, qui va être un des plus grands projets en Europe. Et donc c'est un sujet intéressant, puisqu'on parle beaucoup de construction bois. Il y a un autre projet, page 47, qu'on vient de gagner également à Bordeaux, qui est le premier projet qu'attribue la nouvelle équipe de Bordeaux à un promoteur sur la base de leurs contraintes qu'ils appellent référentiel de bâtiments frugal bordelais, avec des matériaux biosourcés, du recyclage, la préservation de zones de pleine terre, etc. Et donc on a pu gagner ce premier projet. Alors c'est pas un grand projet, c'est 60 logements, mais c'est très intéressant de voir qu'on a réussi à adapter notre offre à ces nouvelles contraintes exprimées par les nouvelles équipes bordelaises. Et puis nous avons livré
Ça c'est page 46, c'est à Arcueil, 10 000 m² de bureaux qui sont en structure mixte bois-béton et qui est extrêmement performant au niveau environnemental et énergétique. Page 48, on rappelle que on continue donc le développement de notre programme de résidence senior, résidence étudiante, alors qu'on développe sous deux aspects, à la fois des résidences qu'on va commercialiser à l'extérieur, exploitant en tant que promoteur ou promoteur et exploitant selon les cas, et puis le portefeuille dont on avait déjà parlé, sur lequel on travaille, sur un portefeuille dans lequel nous pourrions être investisseurs avec l'idée de faire de la rotation d'actifs à terme, mais en vendant donc des actifs qui auront un historique d'exploitation, et on pense qu'on pourra attirer des investisseurs que l'on n'a pas aujourd'hui sur le marché. C'était un peu pour ça d'ailleurs que l'année dernière on a voulu tester ce portefeuille de 500 logements vendus à des investisseurs internationaux, qui nous a permis de conforter l'idée qu'il y avait un vrai appétit pour cette approche en volume d'acquisition dans le domaine résidentiel sur le marché français. Et donc on développe ces deux portefeuilles en étudiant en senior, et bien sûr on mettra à jour plus en détail l'évolution de ce portefeuille au fur et à mesure des communications financières. Page 49, donc on en a déjà parlé, les perspectives qu'on avait annoncées sur 2021 en janvier 2021 sont inchangées. On est toujours sur la base donc d'une activité d'1,3 milliard, avec une possibilité de monter à 1,6 milliard si on règle les sujets de recours du permis de construire de la gare d'Austerlitz, enfin de notre projet gare d'Austerlitz. Les taux débit avaient été annoncés également avec un taux débit équivalent à celui de 2020 sur la base d'1,3 milliard, et puis un taux débit supérieur dans le cas où on intègre le projet gare d'Austerlitz, qui reviendra à un taux débit équivalent aux années antérieures. Et bien sûr, c'est en supposant qu'on stabilise un peu la situation comme elle a l'air de l'être aujourd'hui. Sur l'actionnariat et le dividende, donc l'actionnariat est assez stable à date. Nous sommes toujours, l'ensemble des collaborateurs de Kaufmann et Brown, à travers différents supports, sont toujours les premiers actionnaires de l'entreprise avec 15,6%, 15,64% du capital. Nous avons la famille Rollois qui a 13,95% du capital, Prédicat à 8,14%, et puis le flottant pour le reste du capital. Donc relativement stable. On a des volumes journaliers, toutes plateformes comprises, qui sont d'échanges qui sont de l'ordre de 50 000, qui sont de l'ordre de 110 000, pardon, actions au jour, donc une certaine liquidité, même si on ne voit pas tout à travers Euronext malheureusement. Mais tout ça aussi, c'est dans une situation relativement stable entre 2020 et 2021. Le conseil d'administration propose donc à l'Assemblée générale de valider un dividende, donc page 52, de 1,85 €, qui est en croissance par rapport au dividende de l'année dernière, avec une date de mise en paiement au 4 juin 2021. Et ça, ce sera dans les résolutions que Bruno va vous présenter maintenant. Je passe donc la parole à Bruno. Bonjour. Comme annoncé, nous allons commenter rapidement un certain nombre de résolutions. Donc, page 57. Tout d'abord, les résolutions 5, 6, 7 et 8 qui tiennent compte du nouveau cadre légal adopté à fin 2019 en application de la loi Pacte. Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doivent désormais présenter au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise la politique de rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux. Je précise que le terme de mandataires sociaux comprend désormais les dirigeants mandataires sociaux, mais aussi les administrateurs. Les résolutions soumises au vote distinguent ainsi chaque catégorie de mandataires au sein de la société et portent sur la politique de rémunération applicable au président, directeur général pour la 5e résolution.
la rémunération versée aux administrateurs pour la 6e résolution, les éléments de rémunération versés ou attribués au président directeur général au cours de l'exercice, la 7e résolution. La 8e résolution porte sur les informations qui doivent être mentionnées dans le rapport sous gouvernement d'entreprise, notamment les ratios entre la rémunération du dirigeant d'une part et la rémunération médiane sur la base équivalente temps plein des salariés. Ces principes généraux de rémunération sont fondés sur la performance durable, pérenne et collective. Ils trouvent en particulier leur application dans la rémunération du dirigeant mandataire social. Afin de passer au vote de ces résolutions, je vous propose de vous rappeler les principes généraux de politique de rémunération de Kaufmann & Broad et de vous donner les détails de rémunération du dirigeant mandataire social en 2020 et 2021. Je vous propose donc d'aller pages 59 et 60. Les principes généraux de la politique de rémunération de Kaufmann & Broad, elles sont constantes, c'est reconnaître la performance durable, pérenne et collective, avec d'une part un salaire de base, par ailleurs une part variable, qui rémunère à la fois la performance individuelle et collective en fonction d'objectifs ambitieux, et enfin une composante action gratuite qui permet d'associer l'ensemble des salariés du groupe à la création de valeur à moyen et long terme. Alors, par ailleurs, cette politique de rémunération est un processus qui est encadré, approuvé par le conseil d'administration, après examen et avis du comité de rémunération et de nomination, et bien entendu en application des recommandations du code AFEP-MEDEF. Et avec des principes de base qui sont à la fois sains et mobilisateurs. D'abord, l'équilibre et mesure, les éléments clairement motivés et non disproportionnés, compétitivité sur la base d'enquêtes sectorielles, avec un alignement des intérêts sur ceux des parties prenantes de l'entreprise, dont les actionnaires, aussi des principes de performance, la rémunération étroitement liée à la performance de l'entreprise. S'agissant de la rémunération du mandataire social en 2020, je vous rappelle qu'il y a une part fixe qui avait été fixée à 600 000 € en 2020, elle est inchangée depuis 2016. Par ailleurs, une part variable qui est fixée chaque année par le conseil d'administration sur la base de conditions de performance déterminées, qui se compose d'une part variable annuelle versée en numéraire, 70% sur la base de critères quantitatifs, c'est des indicateurs financiers et commerciaux, 30% sur la base de critères qualitatifs, management, climat social, maîtrise des risques, etc. Pour rappel, cette part au titre de l'exercice 2020, ces critères avaient été fixés tout début 2020, donc pré-Covid, et n'ont pas été changés pour faire le constat in fine. Donc la part variable au final s'établit à 498 000 € contre 738 172 en 2019. La deuxième composante de la part variable, il s'agit d'une part variable annuelle à paiement différé, sous forme d'actions gratuites de 15 000 actions de performance en 2020 sur la base des mêmes critères que la part variable annuelle. L'acquisition définitive en 2021 de 10 650 actions de performance correspondant à une performance globale de 71%. Donc le taux d'atteinte reflète la situation de l'année 2020 fortement affectée par l'épisode Covid. Par ailleurs, ces titres devront être conservés 2 ans après leur période d'acquisition. Enfin, une rémunération à long terme. Le conseil d'administration du 27 janvier 2021, sur proposition du comité de rémunération et de nomination, a décidé d'attribuer à M. Nordine Alchimie, au titre de sa rémunération à long terme, sous forme d'action de performance, sur la période 2018-2020, un total de 6 806 actions, sur un total potentiel de 10 000. Donc ça veut dire qu'un certain nombre des critères qui étaient ambitieux n'ont pas été atteints. Page 62, le détail de la rémunération du dirigeant mandataire social au titre de 2021, tel qu'elle vous est présentée. La part fixe est encore inchangée, donc depuis 2016, 600 000 €. La part variable, comme les années précédentes, sera décomposée en part variable annuelle versée en numéraire et une part variable annuelle à paiement différé. La part variable annuelle versée en numéraire sera déterminée à 70% sur la base de critères quantitatifs, comme les années précédentes, 30% sur la base de critères qualitatifs, comme les années précédentes, et l'enveloppe globale maximum est fixée à 700 000 € comme les années précédentes. La part variable annuelle à paiement différé correspond à une enveloppe de 15 000 actions de performance. Et comme les années précédentes, elles seront acquises dans la mesure où les critères de performance sont atteints.
au bout d'une période de 2 ans et avec une période de conservation de 2 ans supplémentaires. Enfin, la part rémunération à long terme qui est fixée pour la période 2021-2023, c'est une enveloppe de 10 000 actions comme les années précédentes, avec 4 critères: performance RSE, qualité de biens et services, niveau de l'actionnariat salarié et le Total Shareholder Return, TSR, dont les pondérations sont proches des années précédentes. Je vous propose d'aller maintenant sur page 64. La 10e résolution, c'est la constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de M. André Martinez et la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement. L'administrateur proposé est M. Michel Giannuzzi en qualité de nouvel administrateur. Vous voyez sur la page 64 son parcours et je vous propose d'aller à la page suivante, page 75. C'est la constatation d'expiration du mandat d'administrateur de Mme Caroline Poichoultre et la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement en la personne de Mme Anaïsa Lousteau-Elia en qualité de nouvel administrateur. La 18e résolution porte sur l'autorisation à consentir au conseil d'administration pour une durée de 18 mois à l'effet de procéder à l'achat par la société de ses propres actions. Je précise que cette autorisation est limitée à 10% du capital social et qu'elle ne pourra être utilisée en période d'offre publique d'achat sur la société. Page 67, la 29e résolution, c'est elle autorise le conseil d'administration pour une durée de 38 mois à effet de procéder à l'attribution d'actions gratuites à émettre ou existantes au profit des salariés et ou des dirigeants mandataires sociaux de la société et des entités liées. Elle présente les principales caractéristiques suivantes: une attribution maximum de 250 000 actions et de 50 000 actions pour le dirigeant mandataire sociaux. Ce montant de 250 000 actions représente près de 1% du capital de la société et l'objectif est d'attribuer environ 100 000 actions par exercice, ce qui représente un peu moins de 0,5% du capital et se situe dans les normes. Cette attribution sont conditionnés par les critères de performance pour environ une centaine de managers de la société. L'attribution n'est définitive qu'au terme d'une période d'acquisition de 2 ans, avec obligation de conservation des actions pendant une durée de 2 ans à compter de leur attribution définitive. Et pour le dirigeant mandataire social, les attributions se font dans le cadre de la rémunération à long terme évoquée tout à l'heure. Et bien entendu, ces attributions se font sur la base de critères de performance, avec une attribution définitive au terme d'une période d'acquisition de 3 ans, suivie d'une période de disponibilité de 1 an. Avant de passer au vote des résolutions, je vous propose de faire une rapide lecture des rapports des commissaires aux comptes, page 54. Les commissaires aux comptes n'étant pas présents et excusés, vous voyez sur les pages 54, 55, les points d'audit ainsi que les documents qui ont été mis à disposition avec une certification sans réserve formulée par le collège des commissaires aux comptes. Voici les principaux éléments et commentaires sur les résolutions. Je vous propose donc maintenant de passer au vote, en vous rappelant tout d'abord que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019, seules les voix exprimées sont désormais prises en compte pour le calcul de la majorité en Assemblée générale. Les abstentions ou vote blanc ou nul ne seront plus comptabilisées comme vote négatif pour calculer la majorité. Compte tenu de la longueur des textes et conformément aux souhaits de l'AMF, nous vous proposons de dispenser le bureau de la lecture du texte intégral de chaque résolution et que le vote ait lieu après un rappel du contenu de chaque résolution que vous pouvez également voir sur les slides. Je vous propose donc d'aller sur page 70, la première résolution à caractère ordinaire qui porte sur l'examen et l'approbation des comptes sociaux 2020. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La deuxième résolution porte sur l'affectation du résultat de 2020. Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante: bénéfice net 40 973 000 euros, avec un report à nouveau bénéficiaire de 336 540 000 euros, soit un total affecté de 377 455 000 euros,
avec la distribution d'un dividende de 40 169 000 euros, soit un dividende de 1,85 € par action, à verser au plus tard le 30 juin 2021. Le solde du compte report à nouveau est ainsi porté à 337 286 000 euros. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La troisième résolution, je vous propose d'aller page 71, porte sur l'examen de l'approbation des comptes consolidés 2020. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La quatrième résolution porte sur l'examen et approbation des conventions fixées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La cinquième résolution porte sur l'approbation de la politique de rémunération du président-directeur général de la société. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La sixième résolution porte sur l'approbation de la politique de rémunération des administrateurs. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. Je vous propose de passer page 72 et la septième résolution qui porte sur l'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2020, attribués au titre du même exercice au président directeur général. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La huitième résolution porte sur l'approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9-1 du Code de commerce. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La neuvième résolution porte sur la constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de M. Nordine Hachemi et le renouvellement de son mandat pour une nouvelle période de 3 années. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La dixième résolution porte sur la constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de M. André Martinez et la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement à la personne de M. Michel Giannuzzi. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. Je vous propose de passer page 73. La 11e résolution porte sur la constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Mme Sylvie Charles et le renouvellement de son mandat pour une nouvelle période de 3 ans. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La 12e résolution porte sur la constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Mme Sophie Lombard et le renouvellement de son mandat pour une nouvelle période de 3 années. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La 13e résolution porte sur la constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Mme Lucille Ribaud et le renouvellement de son mandat pour une nouvelle période de 3 années. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La 14e résolution, et je vous propose d'aller page 74, porte sur la constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Mme Karine Normand, administrateur représentant les salariés actionnaires, et le renouvellement de son mandat pour une nouvelle période de 3 années. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La 15e résolution porte sur une nouvelle constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Mme Caroline Pouel-Schultre et la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement à la personne de Mme Anna-Lisa Lousteau-Elia. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La 16e résolution porte sur la constatation de l'expiration des mandats d'Ernst & Young Audit, commissaire au compte titulaire de la société, et d'Auditex, commissaire au compte supplément de la société, et le renouvellement du mandat d'Ernst & Young comme commissaire au compte titulaire pour une nouvelle durée de 6 exercices. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. Je vous propose de passer page 75, la 17e résolution, qui porte sur la constatation de l'expiration des mandats de Deloitte et Associés, commissaire au compte titulaire de l'associé, et de BEAS, commissaire au compte suppléant de la société, la nomination de KPMG SA comme nouveau commissaire au compte titulaire pour une durée de 6 exercices. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La 18e résolution porte sur l'autorisation à consentir au conseil d'administration pour une durée de 18 mois à l'effet de procéder à l'achat par la société de ses propres actions. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. Nous passons page 76 et nous abordons les décisions extraordinaires. La première d'entre elles, la 19e résolution,
porte sur l'autorisation à consentir au conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la société par suite de rachat de ses propres titres. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La 20e résolution porte sur la délégation de compétences à consentir au conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de primes. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La 21e résolution porte sur la délégation de compétences à consentir au conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'émettre des actions ordinaires et ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Au regard des votes et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. Page 77, la 22e résolution porte sur la délégation de compétences à consentir au conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'émettre des actions ordinaires et ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L411-2 du Code monétaire et financier. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La 23e résolution porte sur la délégation de compétences à consentir au conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'émettre des actions ordinaires et ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas de l'offre au public visée au 1 de l'article L411-2 du Code monétaire et financier. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La 24e résolution porte sur l'autorisation à consentir, et page 78, porte sur l'autorisation à consentir au conseil d'administration pour une durée de 26 mois en cas d'émission d'actions ordinaires et ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission selon des modalités fixées par l'Assemblée générale dans la limite de 10% du capital social. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La 25e résolution porte sur l'autorisation à consentir au conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. Page 79, la 26e résolution porte sur la délégation de compétences à consentir au conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'émettre des actions ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance en rémunération d'apport en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital social. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La 27e résolution porte sur la délégation des compétences à consentir au conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'émettre des actions ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou à l'attribution de titres de créance en rémunération des titres apportés à toute offre publique d'échange initiée par la société. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est rejetée. La 28e résolution, page 80, porte sur la délégation de compétences à consentir au conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'émettre des actions et ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents de plans d'épargne d'entreprise du groupe pour un montant de 3% du capital. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. La 29e résolution porte sur l'autorisation à consentir au conseil d'administration pour une durée de 38 mois, à l'effet de procéder à l'attribution d'actions gratuites à émettre ou existantes au profit des salariés et ou de dirigeants mandataires sociaux de la société et des entités liées. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. Page 81, la 30e résolution porte sur la fixation des plafonds généraux des délégations de compétences
à un montant nominal de 2 270 000 euros pour l'ensemble des augmentations de capital par voie d'émission d'actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre. Petit 2, 568 000 euros pour les augmentations de capital par voie d'émission d'actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription. Et petit 3, 500 millions pour les émissions de titres de créances donnant droit à l'attribution d'un titre de capital ou de créance, fixation de plafond particulier pour les augmentations de capital susceptibles de résultat de l'attribution d'actions gratuites. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. Enfin, la 31e résolution, page 82, de nature ordinaire, donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder à toute formalité légale en rapport avec les résolutions qui précèdent. Au regard des votes reçus et après prise en compte des votes contre, la résolution est adoptée. Nous en avons terminé avec le vote des résolutions. Les résultats définitifs des votes seront disponibles sur le site de Kaufmann & Broad à partir du 7 mai. Je vous remercie et repasse la parole à Nordine Hachemi. Bien, merci Bruno. Avant de conclure, avant de nous séparer, je voulais souhaiter la bienvenue à Michel Januzzi et à Annalisa Lousteau-Elia au conseil d'administration de Kaufmann & Broad et remercier Caroline Pouchelt et André Martinez pour leur contribution au conseil d'administration de la société jusqu'à présent. Donc on conclut cette assemblée générale mixte pour, j'espère, la dernière fois sous ce format-là, et que l'année prochaine on sera en mesure de reprendre un mode de fonctionnement plus traditionnel et normal. L'ordre du jour étant épuisé, je déclare donc la séance levée et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci.